Bienvenue, bonsoir tout le monde. Moi, je Bonsoir. suis très contente d'avoir une telle audience. Je ne m'y attendais pas parce que le sujet, oui, il n'est pas très connu en fait. Et on ne voit pas non plus très vite le lien avec le revenu de base. C'est pourquoi je vais prendre un petit peu un temps aussi ce soir pour vous en parler parce que c'est une notion, je suis venue à cette notion par le biais de la santé mentale. En fait, quand j'étais jeune, et par une expérience assez marquante, mais je voudrais d'abord vous parler de la santé sociale. En fait, euh, comme je me suis tenue un peu à jour sur cette notion, j'ai remarqué que l'année dernière seulement, l'Organisation mondiale de la santé l'avait mis en haut de son agenda lors de l'Assemblée générale et a décidé de la promouvoir. Et je trouvais ça assez étonnant parce que ça faisait vraiment très longtemps que cette notion est connue par cet organisme et qui ne fait que, en fait, ou qui a fait beaucoup pour la santé physique, un peu moins pour la santé mentale et rien du tout pour la santé sociale. Si bien que on a du mal aujourd'hui encore à comprendre de quoi il s'agit. En fait, vous connaissez tous peut-être mieux la santé physique et mentale parce qu'on en parle plus, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, c'est immédiat, vous voyez une personne en face de vous, vous avez une appréciation physique de la personne. Quand elle ouvre la bouche, vous voyez comment elle parle, vous appréhendez un petit peu son état mental. Mais la santé sociale s'occupe d'un autre, comment dire, champ qui reste aussi invisible que la parole. Donc le champ social et le champ, on va dire, le contexte dans lequel vit une personne. Et pourquoi je parle de l'OMS? Parce que il y a eu euh, en 86 une conférence à Ottawa autour de ce sujet où un effort a été fait pour définir cette notion santé sociale par plusieurs facteurs comme est le, comment dire, le revenu, le logement, l'alimentation, la formation, donc l'éducation, euh, euh, la manière de s'habiller, etc. Et euh, ces facteurs, ou cette définition a mis créé une notion de santé qui a donc une connotation écologique. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez ce que c'est l'écologie. L'écologie, en fait, est une science qui met l'individu dans un milieu où regarde euh, pas seulement un individu découpé de tout, mais, euh, mais la personne dans une situation et regarde son interaction. Et en fait, toute cette pensée-là, elle a commencé au moment à peu près où je suis née. Je suis de 55. C'est donc après la guerre. Et elle a commencé là, peut-être, il faut le dire, où la santé sociale n'est surtout pas. Donc, si elle est surtout pas là où il y a des environnements clos. Donc, je veux dire par là, la prison, la psychiatrie. Aujourd'hui, on peut aussi parler de certaines parties de l'EHPAD. Et donc, ce sont ces endroits-là où la santé sociale n'est pas. Et qui s'en est rendu compte, c'est un homme très célèbre, en premier, c'est John F. Kennedy,
euh, peu avant son assassinat. Euh, et il a fait un décret, la Community Mental Health Act. Pourquoi? Parce que dans sa famille, sa sœur a été une fille handicapée et à l'époque, c'était une mentalité qui voulait que les personnes handicapées ou retardées mentalement étaient la honte pour la famille. Donc on l'a caché et même le père l'a fait se lobotomiser. Et le jeune John F. Kennedy, il a vécu tout ça avec sa sœur. Et quand il est devenu président des États-Unis, eh ben, il s'en est ému. Il a fait un- créer par ce pouvoir un acte et euh, tout en s'appuyant sur tout ce qui était le plus récent en termes de recherche, en termes de pensée, notamment sociologique, euh, pour écrire au Congrès une très longue lettre où il détaille les raisons pour lesquelles euh, il a créé cet acte. Il le décrit très bien. Il dit que c'est lui qui le veut et il le décrit dans tous les détails. Et si vous regardez de près aujourd'hui la charte d'Ottawa bah, ou d'autres écrits de l'OMS, vous vous rendez compte que cette Community Mental Health Act a été repris successivement. Mais on peut se demander comment ça se fait que aujourd'hui on est en quoi, 2026. Kennedy a été assassiné en 63. Ben, ça fait 60 ans. C'est énorme. Et on se demande quelle résistance on fait on a pu si peu avancer sur ce plan-là. Bah, une chose peut-être son assassinat. Une autre chose, c'est que c'est choquant de, de voir ce que ça peut donner si on a un regard sur la situation. Parce que il y a par exemple un- un documentariste qui s'appelle Frederick Wiseman, qui à l'époque, après l'assassinat de Kennedy, il y a eu encore ce vent un peu innovation aux États-Unis, a eu le droit de filmer pour la toute première fois l'intérieur d'une prison. Il appelait son documentaire les Titicut Follies. Et là, vous voyez la vie et le traitement des gens euh, par le personnel de la prison. Et il y a dans ces années-là, même avant que Wiesman a filmé, il y avait la sortie du livre comment il s'appelle? Irving Goffman, Asile, où c'est un sociologue qui décrit donc l'intérieur de ces institutions fermées. Il a fait un séjour observateur lui-même, donc Goffman, dans un asile psychiatrique là, et on a tiré un livre et celui qui a créé après la notion de l'institution totale. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces euh, institutions totales? C'est une absence d'interaction sociale parce que c'est une gestion totalitaire, c'est une gestion euh, pas du tout individualisée. Dans les hôpitaux psychiatriques, dans les prisons, les gens sont abandonnés à eux-mêmes et c'est tout à fait ridicule les quelques entretiens que peuvent avoir ces gens-là.
pendant leur long séjour qui peut durer des années, comme vous le savez. Et donc moi, je suis arrivée dans un contexte pareil, jeune psychologue, et parce que j'avais eu une notion de la suppression en Italie des institutions psychiatriques. Je trouvais ça assez incroyable. Je voulais participer à cette incroyable expérience. Et à l'époque, je suis allée à Trieste dans la suite de Franco Basaglia qui, lui, a obtenu comment dire, une loi en Italie, la loi de santé 180. C'était en 78. Moi, je suis arrivée en 82. Et donc 4 ans, et lui, il est mort en 80, il me semble. Je suis toute venue après ça. Mais c'est dans cette expérience, quand j'étais à Trieste, que j'ai eu une première idée de ce que ce pouvait être une relation sociale. Et que ça devait être, voilà, après, tout ce que je vous raconte maintenant, c'est aussi en grande partie un immense effort de reconstitution de ce qui a dû se passer avant que je n'arrive dans les années 80 dans cette situation-là. Mais j'ai dû avoir un esprit écologique, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours, que je vois les situations avant tout. Et comme je m'intéresse beaucoup à savoir comment les personnes sortaient d'une institution fermée, comme moi je suis sortie d'une euh, comment dire, une situation familiale aussi extrêmement fermée, ça m'intéressait beaucoup. Et en tant que femme, ça m'a intéressé d'autant plus parce que j'avais aucune idée du monde extérieur, enfin, hormis l'école, évidemment, comme tout le monde. Mais ça, c'est pas suffisant quand on entre dans le monde. Et moi, j'ai eu un travail, donc j'ai eu la chance d'avoir un contrat de travail, mais obtenu aussi par un hasard absolument incroyable. Et donc, cette expérience-là, donc, j'ai été très attentif à ce qui se passait en Italie parce que j'ai une psychologue, j'avais entendu parler. Et je trouvais euh, cette situation assez incroyable parce que ce psychiatre, Franco Basile, a obtenu de, de l'équivalent de la région, on va dire, pour parler des institutions françaises, donc une région, ou ouais, un département, une région, je ne sais plus, du président en tout cas de ce département de la région, qu'il avait le carte blanche pour reconvertir les patients en citoyens. Parce qu'il faut aussi se dire que une fois une personne devient un détenu en psychiatrie ou comme un détenu en prison, enfin, il perd en grande partie ses droits civiques. Et il était important pour le faire sortir qu'elle récupère ses droits civiques et aussi la capacité de gagner de l'argent et de la notion de l'argent et la notion de travail et la notion de leur propre valeur. Et donc, il a fait un immense travail pour euh, changer l'atmosphère au sein de l'hôpital. Et comment s'y est pris? Il s'est pris en créant une association des travailleurs unis de cet hôpital. Donc, il a mis dans l'association lui-même tous les psychiatres, tous les infirmiers, tous les patients, tous les kinés, tous les artistes, tous les amis, toute personne pratiquement qui était partante. Et
il, cette, comment dire, cette vie intérieure a fait une étincelle vers l'extérieur au moment où le cheval qui a tiré les linges, de linge sale ou linge propre dans un sens ou dans un autre, est mort et devait être abattu par un boucher. Et les patients se sont regroupés, ont écrit au président toujours de la région qu'ils voulaient acheter le cheval parce qu'il travaillait, il gagnait de l'argent, il voulait acheter le cheval et lui rendre sa liberté et une pension. Et euh, Basalia, il avait saisi cet événement pour créer un cheval avec ses patients, un cheval symbolique. Ça s'appelle le cheval bleu ou Marco Cavallo. Et il a une hauteur de 4 mètres. C'est immense. Il a été construit dans une des grandes, dans pas une grande salle de l'hôpital et a donné donc lieu à un mouvement à travers l'Europe, donc dans les années 80, à un moment où j'y étais. Donc j'ai accompagné en partie la caravane du Cheval Bleu. Et ça a été donc pour moi un énorme moment, vraiment, vraiment énorme, pour me dire, euh, pour arriver à la santé sociale, c'est encore un long chemin parce que, les personnes en général ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe dans un univers clos, fermé, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit la prison, mais on peut aussi être enfermé dans une relation d'emprise ou de dépendance. Et tant qu'on n'a pas un outillage mental ou intellectuel ou je sais pas comment je peux dire, pour comprendre tout ça, pour voir les situations dans lesquelles les personnes vivent, il est, il est, comment dire, on s'arrête devant le mur, on ne regarde pas plus loin et on ne voit pas ce côté ombre de la santé sociale et on ne voit pas l'importance de la lutte pour la santé sociale. Et on ne voit pas l'absence de relations sociales parce que vous ne pouvez pas mettre deux personnes, vous les connaissez dans vos soirées, vous ne pouvez pas mettre deux personnes face à face ou à côté. Ils vont pas se parler ou ils vont pas se parler facilement. Il faut donc avoir toute une démarche pour se parler. Et notamment quand on ne se connaît pas. Quand je suis rentrée par le mouvement français pour un revenu de base, je connaissais personne. Enfin, je savais qu'on avait un intérêt commun, un objectif commun, et ça nous donnait, comment dire, de la matière à se parler, mais encore, c'est, c'est encore loin pour pouvoir parler d'une relation sociale. Et c'est très difficile aussi après à faire toute une démarche pour faire comprendre l'intérêt à toute personne d'un revenu de base pour tout le monde. Parce que, pour revenir là un court moment à mon expérience à Trieste dans cet asile psychiatrique, bah, c'était ça l'idée, c'était on demandait à la direction de la santé de soutenir euh, ces patients et de soutenir leur sortie dans la cité. Parce que ça a été aussi décrit dans le Community Health Act de Kennedy, c'est que euh, on pouvait changer les institutions totales qu'en créant des petits centres dans la ville où les gens qui sont
comment dire, qui sortent de l'hôpital seront accueillis et qui auront la possibilité de suivre un traitement, une formation et de revenir à une vie normale. Parce que c'est ça la visée d'un traitement psychiatrique, c'est que les gens arrivent à, à vivre une vie normale le plus possible. En tout cas, il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas possible totalement, évidemment, mais s'en approcher le plus possible. Et donc, j'ai eu comme euh, deuxième regard, un peu plus tard, euh, sur les raisons pourquoi un tel silence, pourquoi on n'a pas pu avancer euh, dans, dans l'idée de la mise en place de la santé sociale. C'est parce que les relations entre les gens, il y en a beaucoup qui sont très voilà, asymétriques. Donc, il y en a les relations symétriques, c'est la rivalité, on est pareil, voilà. Il y a la relation complémentaire, donc c'est très bien. Mais il y a aussi la relation asymétrique. Et c'est là que je l'ai étudié plus, plus tard, on va dire. Euh, et j'ai compris que c'est un facteur qui rentre en jeu, qui la maintient. C'est-à-dire, ça tient à notre vision du monde qui est très théocratique, c'est-à-dire, on peut dire, et qui, au hiérarchique, et que il est difficile pour beaucoup de décideurs de penser autrement qu'en termes asymétriques. Et c'est plutôt avec depuis que j'ai un peu rejoint les mouvements féministes dans la pensée, que j'ai compris que là, il faut ouvrir un nouveau chemin de lutte qui va dans le sens pour faire une place aux femmes et de dénoncer des déséquilibres ou ces relations asymétriques qui, comment dire, œuvrent au maintien d'un status quo. Euh, voilà, voilà. Donc, je, j'ai un peu perdu mon fil là. Euh, j'ai pas pensé, j'ai pas parlé. Est-ce que tu peux me avancer un petit peu, Henri? Dis-moi jusqu'où Oui, encore? là donc je reviens un petit peu à l'idée du revenu de base, voilà, à la notion d'inconditionnalité, voilà. Parce que j'ai donc comme vous, là vous êtes plus vous partagez, on partage un petit peu un savoir que l'inconditionnalité est un enjeu majeur pour la mise en place de notre revenu de base et qui se heurte souvent à toutes sortes de calculs ou à toutes sortes de précautions, voire à comment dire, euh, des sermons un peu moralistes qui disent, ouais, mais si on met en place une inconditionnalité, il y a tout de suite, on va créer des fainéants. Voilà. Et là, entre en jeu une notion que j'ai aussi combattue longtemps, c'est la notion de culpabilité, de culpabilisation. C'est-à-dire dans cette structure théocratique, on fait porter la faute sur l'individu
au lieu de, et là aussi, on a besoin de la notion de santé sociale, au lieu de regarder la structure dans laquelle, ou la situation dans laquelle quelque chose se passe ou quelqu'un vit. Et ça donne un tout autre regard sur la même chose. Et à mon avis, il y a là un lien donc, avec santé sociale et inconditionnalité parce que la santé a un droit et si vous regardez les droits de l'homme, ben, vous voyez bien qu'il y a plusieurs paragraphes qui affirment ce droit à l'existence et aujourd'hui on vit sur une planète qui est régie par l'argent, donc une sécurité financière est une des déterminants de la santé sociale. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour un premier temps. Peut-être vous avez déjà des questions. Je me suis peut-être un peu perdue dans mon exposé et je suis peut-être pas eu, j'ai pas été très claire et vous avez peut-être des questions à me poser pour me remettre un petit peu sur les rails. Ok, bon, ben, du coup, je prends les questions. Qui veut prendre la parole? Vous pouvez lever la main, déverrouiller votre micro, ou alors vous avez en bas de votre écran un petit bouton avec un symbole de cœur, normalement, où il y a marqué réagir, et il y a une option lever la main. Je ne sais pas si vous voyez la petite main qui s'est levée à côté. Ça me permet de savoir qui veut prendre la parole et de donner et de donner la parole. Euh, Peut-être vous vous Oui, vas-y. souvenez-vous euh, pourquoi vous vous intéressez à la santé sociale et qu'est-ce qui vous a fait venir à écouter cette agora ce soir? Parce que ça m'intéresserait aussi de savoir comment vous l'avez croisé, où est-ce que vous l'avez croisé vous, cette notion de santé sociale et voilà. Donc je vois Françoise qui a levé la main. Donc vas-y Françoise. Oui, bonsoir Angelica. Angelica. Euh, moi, je suis intéressée par le sujet parce que je suis médiatrice familiale et je m'intéresse en particulier à la médiation dans l'univers carcéral, dans les prisons. Et je suis en train de lire un ouvrage sur la question, très intéressant, d'une médiatrice française qui a une grande expérience dans ce domaine et qui témoigne, et ça rejoint vraiment ton discours, euh, que, par exemple, la rupture du lien avec un proche suite à l'incarcération ou suite aussi aux faits commis, etc., euh, ça peut engendrer plus d'idées suicidaires, donc ça provoque plus d'isolement. Et qu'un des bienfaits de la médiation, c'est d'essayer de renouer ce lien qui va aider le détenu qui est dans un isolement euh, très, très, très grand. Et pour l'aspect matériel aussi, quand on sort de prison, on n'a pas toujours droit à un revenu. Et donc, la réinsertion, aussi, c'est un deuxième aspect de cette question-là. Donc, le projet le concept de revenu de base, inconditionnel pour tous, même ceux qui ont commis des actes répréhensibles, on va dire, euh, eh bien, ça leur donne une chance de se réinsérer dans la société. Moi, enfin voilà, ça c'est quelque chose, c'est un cheval de bataille pour moi. Mais il y a plein d'autres situations. Il y a effectivement, parce que j'ai aussi une expérience de proches qui ont vécu des séjours
en psychiatrie, etc. Et donc, moi, je partage tout à fait l'analyse que tu donnes en tant que psychologue, en tant que professionnel. Ouais. Disons que moi, là où je me suis dit, comment un détenu, moi j'ai jamais travaillé en prison, hein, comment un Mhm. détenu peut-il avoir accès à une assistance sociale qui l'aide à remplir des formulaires pour demander voilà, un RSA ou demander quoi que ce soit et comment construire un parcours après à la Si, il existe bien sûr des services euh, en France comme en Belgique, des services d'aide aux justiciables. Il y existe aussi un service de justice réparatrice aussi. Donc, ça commence à se développer en France et tout doucement en Belgique. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours que l'État ne subsidie pas suffisamment ce genre d'aide, alors qu'il est prouvé que, en fait, c'est un service qu'on rend à la société aussi, euh, que ce soit pour les détenus, pour les enfants des détenus aussi. Parce que, bon, moi, ça, c'est un sujet qui me touche aussi. Les familles, enfin, je veux dire, les dommages collatéraux. Et puis, il y a des services, mais ils n'ont pas assez de moyens humains et logistiques. Et le revenu de base, je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Par exemple, en psychiatrie, il y a aussi le problème de la colocation, que quand des gens décident de les placer et qui sont plus responsables de leurs propres actes, etc., en fait, légalement, juridiquement, ils n'ont plus de... En fait, ils dépendent d'autres personnes, quoi. Et je trouve qu'au niveau de la dignité humaine, c'est très très important ce revenu de base. Je trouve que c'est comme si on considérait que chaque être humain a droit à un minimum en fait. Oui, absolument, c'est ça. C'est bien ça, Oui, c'est bien ça. D'une manière inconditionnelle, comme un droit. c'est ça. C'est pour ça que nous nous battons. Nous battons. Ouais, Oui, 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 oui. ouais. Pour qu'il y ait une crédibilité qui ne se perd pas, peu importe la situation d'une personne, pour qu'on a une base pour faire confiance, pour se reconstruire. Parce que Mm, un accident de vie, ça peut arriver à tout le monde et c'est ça. il y a- il peut y avoir des relations toxiques. Il y a beaucoup de choses dont on parle très peu et je trouve que avant que quelqu'un commet un meurtre, il y a des paroles qui ont précédé ou des malentendus qui se sont instaurés. Et il y a beaucoup de choses à faire, hein, à Et reconstituer un récit aussi. Mm. maintenant, cet isolement social, euh, c'est pas que dans les prisons, dans les EHPAD et dans les ailes psychiatriques, dans les services psychiatriques. L'isolement social, c'est né aussi, ça s'est développé aussi avec la crise sanitaire. Euh, des familles, comment, C'est souvent des familles, des personnes démunies. c'est Euh, ça. Ceux C'est qui quand ont de l'argent, ouais, c'est pas la on même. cumule toutes les difficultés, quoi. Ouais. Parce que quand on n'a pas d'argent, ben, en fait, ben, on n'a pas de moyens de locomotion, donc c'est compliqué de trouver un travail. C'est comme un cycle infernal. Et du coup, ben oui, ça peut aussi générer l'isolement. Et l'isolement social, ça aussi engendre la dépression et des tas de problèmes de santé mentale. Donc, moi, je trouve que la santé sociale, elle est très fort liée à la santé euh, mentale, Mental et même physique. parmi les jeunes, hein. Et physique aussi, hein. Et C'est physique, oui, bien Bah sûr, oui, 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 c'est un ensemble. Mais disons bien que sûr. si vous
commencer par vous approcher d'une personne par le biais de la santé sociale, c'est un peu plus, comment dire, vous faites un peu le tour de la question. Vous voyez, Oui, vous regardez pas seulement comment quelqu'un vous apparaît, mais aussi vous vous intéressez à comment est-ce qu'il a un logement ou pas, est-ce qu'il a une formation, quels sont ses intérêts. Euh, c'est pas que le traumatisme, c'est pas que le- ce pourquoi il a été jugé qui est important, mais tout son, aucun bébé ne naît meurtre ou oui, assassin, vous voyez. c'est ça. C'est en Et fait c'est l'image de soi qui se détériore avec les événements de la vie en quelque sorte. voilà. Et comment restaurer, comment on a le droit de reconstruire une identité et avec laquelle on se refait une vie. On a Oui. le droit à faire ça. Oui, c'est comme aussi que le revenu pécuniaire ne suffit pas. C'est une aide, mais il y a toute l'aide aussi parallèle, comme un service. Par exemple, ici, je mentionne le service d'aide aux justiciables. Mais ça, ce sont vraiment des assistants sociaux, toute une équipe pluridisciplinaire qui va aider une personne isolée à se reconstruire, mais il faut aussi les moyens financiers aussi, parce que si la personne n'a pas de ressources, c'est impossible qu'elle se réinsère. Enfin, c'est très, très compliqué. Oui, Oui. C'est très compliqué. aujourd'hui, la notion de santé sociale est plus développée dans le monde du travail, Oui, parmi les gens, Alors, les salariés, ça. il y a aussi Mamie qui lève la main là depuis un moment et qui voudrait poser une ah, question, je pardon, crois. Oui. excusez-moi. Pas de souci. Vas-y, Mamie. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais une remarque. Je voulais rebondir justement sur ce que disait Françoise concernant les jeunes. C'est pas par hasard que je m'appelle Info Jeune parce que je travaille avec la jeunesse et je fais le lien justement, mais j'ai une question quand même sur aujourd'hui les problèmes que rencontrent les jeunes, en particulier, certes, on parle de santé mentale, je pense qu'il y a la santé sociale, mais justement la précarité. Et c'est là où je fais le lien avec le revenu de base. Si effectivement les jeunes ont cette garantie-là d'avoir un revenu minimum inconditionnel, peut-être que ça aurait un impact sur justement leur santé mentale ou santé sociale. Et pour parler de l'actualité du moment, c'est, vous avez sans doute entendu parler qu'on a vraiment, en France en particulier, un gros problème de démographie. Et j'ai entendu récemment que, bah oui, les jeunes ne font pas d'enfants, ne veulent plus faire d'enfants ou hésitent à faire des enfants parce que justement, ça devient très difficile d'un point de vue matériel, le logement, etc. Et donc, finalement, l'impact social de nouveau de cette situation-là, ou du moins la précarité, a un rôle très important. Et donc, question pour Angelica, c'est est-ce que dans tes expériences, tu as rencontré justement, entre guillemets, des jeunes qui n'étaient pas forcément dans des situations d'isolement, qui n'étaient pas dans des situations d'enfermement, et pourtant qui connaissent justement des problèmes de santé sociale, comme tu viens de nous Ah l'expliquer. oui, Et vraiment, merci encore pour la présentation. oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que il y a, il suffit, par exemple, que tu aies, par exemple, le traducteur. Et là, maintenant, avec les algorithmes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le travail du traducteur est remplacé par un automate. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est un traducteur, il, euh, il, euh, il doit travailler plus et il gagne moins. Et donc, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que, euh, euh, comment dire, les gens, l'algorithme casse le prix. Le- euh, et, euh, et donc, du coup, ça engendre un tas de conséquences. Donc, on peut travailler jusqu'à une certaine limite physique, mais au-delà, on peut pas. Et si on a atteint sa limite dans son métier, et ben, et on gagne pas assez, et ben,
on perd son logement, on se fait éjecter, on se retrouve très vite dans la rue ou alors on se retrouve très vite à nouveau chez ses parents. Donc, c'est une régression sociale qui s'installe et moi, un revenu de base avec une sécurité euh, financière, et ben, c'est tout le contraire qui va se passer. C'est-à-dire, ça va donner un élan, une créativité, une visibilité sur l'avenir, ce qui ne, aujourd'hui, les jeunes ont du mal à avoir un quelconque avenir. À long terme, je veux dire. Se projeter. euh, Vous avez parlé de faire des enfants, ben, je comprends. Il faut pouvoir se projeter dans un avenir qu'on peut assurer. Ok. Sauf si Mamie veut répondre à ce qui vient de lui être répondu. Je vois Bertrand qui lève la main. Donc, Mamie, est-ce que tu veux Non, non, je répondre? voulais juste remercier, mais justement, Ok. c'est cette, comment dire, l'enjeu, me semble-t-il aussi, c'est justement au niveau des décideurs qui se focalisent, par exemple, sur la démographie, c'est-à-dire le chiffre, la quantité, et ne parlent pas ou n'évoquent pas, en tout cas, de d'où ça vient. Enfin, une des sources ou ouais, des causes. Du coup, ce n'est pas uniquement des injonctions qu'il faudrait, quoi. Mais merci pour la réponse d'Angelica. Voilà. Merci. Donc Bertrand, du coup. Merci Angelica pour ta présentation, c'était vraiment passionnant. Je voudrais réagir à la fois à ta présentation et à la remarque de Mamie. Je pense qu'on a une indication déjà de... Alors, c'est vrai que le terme, on l'emploie pas encore au sein du FRB, mais pourquoi pas, ça peut évoluer. Le terme, on l'a pas. Quand je dis encore, c'est vrai qu'on pourrait y réfléchir, le terme de santé sociale. La présentation était vraiment concluante par rapport à ça. Euh, Toujours est-il que grâce aux expérimentations, parce qu'il y a des expérimentations sur le revenu de base, donc si Mamie, tu étais là, la dernière Agora, tu avais pu voir la présentation d'Étienne sur la Oui, j'étais là. méta-analyse. Voilà, bon, ben, super. Et je parle alors aussi pour les autres enfin, surtout pour les nouveaux qui connaîtraient pas les expérimentations. En fait, depuis 50 ou 60 ans, il y a énormément d'expérimentations. On s'est souvent localisé, hein, sur quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, mais ça reste quand même des mises en situation qui permettent d'obtenir des données et de voir un peu comment les gens évoluent. Et en général, alors je mettrai des références dans le chat, on remarque qu'un des premiers effets du revenu de base, quand on teste sur 100, 200, 1000 personnes, qu'on leur propose d'avoir un revenu de base pendant quelques mois, un an, 2 ans, 3 ans, ça diminue énormément le stress. Alors, c'est un problème, enfin, je veux dire, c'est un des effets qu'on lit le mieux dans les résultats suite à ces expérimentations. L'autre effet, c'est qu'on remarque en général, ça ne désincite pas les gens à aller travailler. On ne voit pas une différence énorme, mais disons que le, le fameux problème qu'on oppose au revenu de base en disant bah, s'il y avait un revenu de base, les gens n'iraient plus travailler. Dans les expérimentations, c'est pas ce qu'on voit. En revanche, ce qu'on voit en général, c'est que ça diminue le stress parce que les gens ont un peu plus confiance pour se projeter dans l'avenir. Alors, on n'a pas pu mesurer, je ne crois pas, en quoi ça a augmenté le taux de fécondité, mais parce que ça serait pour des expérimentations sûrement un peu plus longues. Mais les gens ont plus confiance, certains se mettent à épargner, à se projeter plus facilement dans l'avenir. Et donc, oui, je pense que ça a un impact directement sur la santé sociale parce que ils seraient plus à même d'interagir avec les autres, de trouver une place dans la société. Et donc, c'est évident que la santé sociale serait améliorée avec un revenu de base. Voilà, comme je le disais, je vais mettre quelques références dans le chat pour ceux qui voudraient un peu plus travailler la question des expérimentations. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole là? N'hésitez pas, hein. Euh, Vous êtes- moi, je, Oui, vas-y, Odile. moi, je me pose la question parce que
pour certaines populations, je suis pas sûre qu'un revenu, enfin, ça contribue certainement, mais est-ce que ça suffit pour que la personne retrouve un lieu de vie et des liens sociaux? Voilà, je pense il y a certainement, pour moi, c'est pas le revenu financier qui est suffisant en soi, c'est-à-dire que il y a besoin de tout un environnement et de conditions de vie, en fin de compte, pour que la personne puisse retrouver une existence normale. Oh, oui, évidemment, notamment ça demande aussi une politique sociale digne de ce nom. Euh, mais tout ça, ça va ensemble, c'est-à-dire on peut demander à la sortie d'un hôpital psychiatrique ou à la sortie d'une prison, ou on peut demander à un assistant social de aider, de t'accompagner, mais accompagner cette sortie, si possible, si ça existe encore. Euh, mais il faut aussi que le tout soit voulu par une politique sociale. Si on lit avec tant de recul le Community Mental Health Act de Kennedy, et ben si on le lit, ah ben on se rend compte que ça a été une époque qui voulait aller dans ce sens-là. Et après, il y a eu un arrêt net. Et il y a plusieurs arrêts nets. Et ben, quand on entend Guy faire ses exposés, on comprend que c'est parce qu'on a raboté la sécurité sociale successivement ou presque systématiquement depuis les années 80. Et la notion de précarité, elle est indissociable de ce rabotage de la sécurité sociale. Oui, enfin, c'est la sécurité sociale, mais c'est aussi tous les services publics. Parce Ah que ben oui. même si on a un revenu de base et qu'on on détruit tous les services publics, ça va pas aller mieux, hein. Bah, Je disons que pense les pas. services publics que j'accuse un peu comme étant des institutions totales, ou pas moi, mais Goffman est dans la suite aussi de ce que j'ai pu voir. Le service public doit se mettre en question. Je ne sais pas si tu as déjà visité des EHPAD, si tu as déjà visité des prisons ou des hôpitaux psychiatriques. Tu te rends compte que ça s'appelle des services publics, mais je dirais que il faut une forte remise en question de ce fonctionnement. Et tant que cette notion de santé sociale ne prend pas au sein de ce genre de structure, je vois pas comment on peut adhérer sans retenue à l'idée du service public. Moi, je suis pour le service public, c'est clair, mais je suis très critique par rapport à son fonctionnement. On le sait aussi par rapport au RSA. Nous, avec le revenu de base, on ne se bat pour l'inconditionnalité. Même pourquoi? Même parce que le service public demande à tout un chacun de se mettre à nu. Ah ben, c'est pas ça que on appelle ça, pas la préservation de la dignité. Ouais. Mais il me semble il y a quand même une grosse question qui est celle du logement et du type de logement et de lieu de vie adapté aussi pour recréer des liens sociaux, quoi. Parce que Mais oui, mais ça, moi, c'est la même politique, Odile. C'est une politique qui agit dans un sens du de profit maximisation du profit. C'est pas du tout une politique qui va aller dans le bien-être, qui vise le bien-être de tout un chacun. C'est la même politique qui régit le rabotage ou qui amène au rabotage de la sécurité sociale, qui mène
à la spéculation immobilière et qui fait que aujourd'hui personne ne- n'a envie de louer ou de payer le loyer ou voilà, c'est pas du tout une politique qui vise le bien-être du plus grand nombre. Alors, Angélica, je vais me permettre une question avant de passer la parole à Bertrand. Il me semble, j'ai peut-être raté un truc, que t'as pas donné de définition claire du périmètre de ce que recouvre la santé sociale et j'aimerais bien savoir ce qui rentre dedans et ce qui ne rentre pas dedans. Dans le sens où quand on parle de social, on pense pas forcément à un individu directement. Là, tu as parlé de gens qui sont en EHPAD, en prison, en institution psychiatrique ou autre, et tu t'es focalisé sur des individus et la situation sociale et parasociale même d'un individu. Mais est-ce qu'il y a aussi dans le périmètre de la santé sociale quelque chose de collectif, c'est-à-dire pas la santé d'un individu en particulier, mais la santé du groupe humain et de son fonctionnement et de la société elle-même. Enfin voilà, est-ce que ça rentre dedans ou pas du tout? Comment c'est défini, où s'arrêtent les frontières du domaine pour les chercheurs sur la question? Voilà. Je ne sais pas, hein. Il y a très peu de recherches sur la santé sociale. C'est ça qui est si étonnant, que c'est un terme qui existe, mais qui est très peu étudié, si peu étudié que maintenant il y a une recherche qui a été lancée suite à cette résolution récente au niveau de l'OMS, à Berlin, à Charité, il y a un projet Social Health pour étudier toutes ces questions-là. Mais évidemment euh, que la santé sociale et aussi le corps social en tant que tel doit comment dire, euh, euh, exister, doit exister. C'est-à-dire si on ne fait pas la promotion de la santé sociale, la société, elle s'écroule, la démocratie, elle s'écroule. C'est-à-dire il y a bien une dimension collective avec la santé sociale euh, parce que l'interaction fait que on construit la société ensemble. Et si on mène une politique comment dire, qui ne propose pas des sujets de discussion collective, qui ne crée pas cette facilitation, eh ben, la société évolue mal. Merci. Je vais passer la parole à Bertrand. Oui, je voulais réagir à ce qu'a dit Odile. Je pense qu'on est la plupart d'accord avec toi au FRB, c'est-à-dire que on défend un revenu de base, mais à condition, bien évidemment, qu'il soit pas accompagné d'une destruction des services publics. Enfin, alors, je rentre pas dans le détail très spécifique de justement quand on est demandeur des minima sociaux, de toutes les questions qui sont posées par la CAF et compagnie, parce que ça, je pense que tu serais d'accord toi aussi de dire que oui, c'est une bonne chose si demain on a un revenu de base, de se dire qu'on ne doit plus passer par les grilles bureaucratiques et humiliantes de l'administration sur ces questions-là. C'est vraiment ça, c'est un service public, à mon sens, inutile quand on connaît de plus le nombre de non-recours. Il y a au moins 30% des allocataires du RSA qui n'en bénéficient pas, du fait même de la complexité, de la difficulté d'accès à cette prestation sociale. Donc je pense on peut s'accorder pour dire que c'est une bonne chose si ça disparaît. En revanche, bien évidemment on défend pas un revenu de base en nous disant, ben, à côté, il va y avoir une destruction des services de santé, de l'aide au logement et compagnie. C'est vraiment le revenu de base qu'on défend. Ça n'en serait pas un, enfin, parce que la question est aussi, c'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire que le terme, il flotte un peu comme ça dans le débat, mais est-ce que tu connais beaucoup d'institutions, enfin, ou de réseaux comme le FRB ou alors après le bien au niveau international qui défendent en fait le revenu de base? Et les gens qui défendent le revenu de base, qui sont dans des
associations, dans des mouvements, généralement, ils ont notre ligne. Ce sont les gens qui prétendent autre chose. Bon, ben c'est Elon Musk, mais Elon Musk, à ma connaissance, n'est pas à la tête d'un mouvement avec des adhérents qui le suivent, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment là-dessus, il n'y a pas de danger que ça change au sein du FRB et chez les véritables défenseurs du revenu de base. Et alors, j'imagine que tu connais sinon la définition du revenu de base selon Télémac, Odile, qui lui voudrait que la définition soit pas une question monétaire, mais justement que le revenu de base soit euh, enfin, je vais pas mal la répéter, mais je crois que l'idée, c'est les conditions matérielles d'existence. Donc, c'est pas une question d'argent et ça rejoindrait ce que tu dis, c'est vraiment une question de service public. C'est-à-dire qu'un revenu de base, c'est quelque chose qui assure. Voilà. Bon, après, ça ouvre à d'autres difficultés. Je suis pas du tout contre la définition de Télémac, mais c'est d'autres problématiques aussi qui s'entraînent. Et juste pour terminer, je voulais faire une remarque par rapport à ce que disait Angelica, sur le fait que la santé sociale soit pas encore développée comme concept, même s'il me semble vraiment très intéressant et ta présentation l'a rendu, enfin moi ça m'a beaucoup intéressé. Un terme que je vois circuler depuis 2 3 ans, qui me semble rejoindre un peu le terme de santé sociale, c'est celui de mort sociale. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, Angelica. C'était Secours catholique qui a sorti une étude il y a pas longtemps, je vais essayer de la mettre dans le chat, qui expliquait, alors je sais plus combien de milliers de personnes, mais c'est énorme, hein. C'est pas un épiphénomène, c'est vraiment quelque chose d'énorme, qui sont en situation de mort sociale. Souvent des personnes âgées qui sont totalement isolées. Voilà, tout simplement. Elles n'ont plus aucun contact avec quiconque, si ce n'est peut-être le Secours catholique, des associations. Elles se retrouvent entièrement seules. Et il paraît évident que oui, elles peuvent être en bonne santé physique, même si j'en doute, en bonne santé mentale, j'en doute encore plus. Et si on est en situation de mort sociale, l'espérance de vie doit chuter drastiquement. Puis la qualité de vie, tout simplement. Enfin, quel intérêt de vivre si on vit Et tout seul? Voilà. Et ça, je sais que c'est un terme que j'ai vu circuler, qui m'a assez frappé. Et, et s'il faut, il n'y a pas que des personnes âgées, il y a peut-être aussi des personnes beaucoup moins âgées qui sont dans cette situation-là. bah, Merci, Angélique. tu peux te retrouver. Tu as un intérêt à lire le livre de Goffman, je pense. Je ne sais pas si tu le connais déjà. Oui, oui, bah, c'est un classique des sciences sociales, Goffman. Oui, oui, je le connais. Oui, Ouais. c'est Asile, non, qui s'appelle? Oui, 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 il y a Asile et il y a euh, stigmate. le théâtre de la vie quotidienne, non? Oui, stigmate aussi. Ouais. Oui, non, non, mais je connais. Goffman, c'est un peu connu quand on fait les sciences sociales. Après, je suis pas un spécialiste, c'est pas mon champ, mais je connais. Non, mais là où il y a, comment dire, dans les asiles psychiatriques, ce qui se passe, c'est que les neuroleptiques que prennent les personnes empêchent toute interaction sociale. Enfin, il y a beaucoup de surdosage, il y a beaucoup de, euh, on force les gens à prendre des neuroleptiques et ça fait que, en fin de compte, tu ne raisonnes plus correctement et tu souffres de symptômes collatéraux. Donc, ouais, la mort sociale, je ne connaissais pas ce concept-là, mais je peux m'imaginer ce que ça veut dire. Mais ça a dû sortir hein, d'un contexte spécial, très particulier. Et j'aimerais bien savoir de quel contexte, dans quel contexte il a été utilisé comme ce terme. Oui, je vais te l'envoyer, je vais le mettre dans le chat aussi. Et c'est pour parler, ce que j'ai compris, c'est pour parler de personnes âgées totalement isolées. Et Oui, c'est une situation qui est beaucoup plus commune qu'on peut Enfin, si, on peut en être conscient, mais en fait, on n'en parle pas, très peu. ah, tu peux parler de mort sociale par rapport aux vieilles personnes aussi, qui sont tout seuls dans leur logement et qui C'est perdent. ça, c'est exactement ça. C'est exactement pour parler de ces cas-là, ouais. Ah oui, Je trouve que ça rejoint en fait le concept, enfin, je me permets, hein, je suis pas psychologue, mais de santé sociale, je me dis oui, effectivement, c'est quoi un cas où on est quasiment à zéro de santé sociale? Ben, c'est un cas où on se retrouve tout seul. où il y a absence de santé sociale, oui. Il y a complètement, voilà, exactement, il y a absence de santé sociale. Oui, on peut être beaucoup plus, on peut dire beaucoup plus sur l'absence
de santé sociale du fait que on, on laisse les gens, on les abandonne. Il y a un abandon, il y a aussi euh, une destruction de la famille. Donc, toutes ces notions, bien sûr, il y a des phénomènes qui ont contribué à la dislocation des liens construits et ça continue. Et là, il y a une casse au niveau des liens sociaux absolument incroyable. Alors, je vois Monette qui lève la main, il me semble. Oui, moi, la question qui me vient à l'esprit, euh, si on est très isolé, on peut des fois être très isolé et être dans une mort sociale, mais ne pas être en difficulté sur le plan financier. Alors, je me dis, qu'est-ce que le revenu de base vient faire pour ces gens-là? C'est autre chose. Ils n'ont pas forcément besoin d'un revenu de base. Ou alors, on se dit que les gens qui sont très isolés, moi, je vais voir une grand-mère à côté de chez moi qui est très, très isolée, mais elle manque pas d'argent. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire, revenu de base et santé sociale. Bah, disons que, est-ce que, oui, on peut vivre très bien sa solitude. Il y a des solitaires, c'est indéniable, et surtout si on est bien loti et si on a toujours vécu sa vie en menant sa barque d'une manière autonome. Euh, mais Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est des gens qui souffrent de solitude, comme tu disais tout à l'heure, qui sont en mort sociale, mais oui, ils peuvent aller s'acheter des choses, ils peuvent se faire des courses, etc. Ils n'ont pas forcément besoin d'un revenu de base, ces gens-là. C'est ça que je veux dire. Alors, est-ce que le revenu de base ferait qu'il y aurait moins de solitude, solitude morbide? C'est celle-là dont je parle. bah, Il y en aurait moins, ça, la question qu'on peut se bah, poser. tout à l'heure, Bertrand a parlé des expérimentations. Il y a eu des expérimentations qui ont été menées, notamment au Canada, parce que c'est le premier endroit où il y a eu des expérimentations de revenus de base, euh, et qui ont bien montré que les admissions à l'hôpital ont diminué. Ils n'ont pas spécialement étudié dans cette époque-là la santé sociale, mais ils ont senti qu'il y a eu moins d'alcoolisme et je pense que si un revenu de base est accepté par une société, ça veut dire que cette société-là a aussi compris qu'il s'agit d'un projet, une autre mentalité, une autre manière d'être ensemble, vous voyez, qui se distingue de comment on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très chacun pour soi et un revenu de base nécessite aussi une pensée de le maintenir dans la durée. Donc, c'est-à-dire que chacun se sait appartenir à une société et se sait être comme si quand vous participez à une mutuelle, vous savez que vous participez euh, à entretenir cette structure. Oui, tu veux dire que avec un revenu de base, intellectuellement, on serait plus proches les uns des autres. Exactement. Le- le- la manière de penser serait différente. On serait plus, eh ben, j'espère, on ferait plus attention à son On, voisin, on etc. serait plus préoccupé, oui, c'est ça. D'accord. Alors, On je vais se me permettre sait, d'aj- on je se vais me permettre sait, d'ajouter bon, quelque chose. Faut bien savoir, ici on milite tous pour le revenu de base, c'est pour ça qu'on est là, plus ou moins. Et on trouve que c'est une solution à pas mal de problèmes. Maintenant, ce n'est pas magique non plus, ce n'est pas une solution à absolument tous les problèmes. C'est-à-dire que il va rester des problèmes qui ne seront pas résolus, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
Et il faudra encore faire d'autres choses. Si une personne est isolée, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça peut être un isolement géographique parce que elle est au fin fond de la Cambrousse et au milieu de nulle part, machin. Avec plus de sous, ça lui donnera peut-être les moyens de partir en voyage et d'aller à la ville ou pas. Si elle a des sous et que elle a les moyens, il faut se poser la question de pourquoi elle ne le fait pas. Parce que là, il peut y avoir toutes sortes d'autres raisons. Est-ce que le revenu de base va changer le fonctionnement général de la société? Certainement. Est-ce que les gens vont être déstressés, vont être déchargés d'un certain nombre de besoins, de conditions matérielles d'existence, comme il était dit tout à l'heure, et vont avoir la capacité d'être plus ouverts aux autres? Certainement aussi. Mais si une personne se sent seule dans son coin, au milieu de nulle part, a les moyens de se déplacer, mais ne le fait pas et que personne ne sait qu'elle est toute seule dans son coin, ça résoudra pas son problème. Je veux dire, ça fera pas ça fera malheureusement pas ce miracle-là. Il faudra trouver encore autre chose en plus. Et je ne sais pas quoi. Et je passe la parole à Antoine qui a levé la main. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Déjà, merci Angelica hein, pour la présentation. C'était super intéressant. Et oui, du coup, sur le débat de fin, je voulais partager une réflexion et un peu dans la ligne de ce qu'Henri disait, c'est-à-dire que effectivement, le fait d'avoir un revenu de base ne va pas régler les problématiques de solitude. Il va quand même, il peut quand même y contribuer, ne serait-ce qu'en permettant aux personnes qui ont envie de bouger et qui n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Ceux qui ont les moyens et qui le font pas, ou parce que pour des problèmes de santé ou autre raison, ça réglera pas leurs problèmes, mais ça réglera déjà le problème de tous ceux, de tous ceux qui sont piégés par un manque de moyens. Il y a aussi une vision un peu plus long terme, où en fait une, euh, une des explications à peut-être à la mort, la mort sociale, ou en tout cas la désociabilisation, notamment chez les personnes âgées, vient du fait qu'on est extrêmement sociabilisé par notre travail. Or, un revenu de base, en permettant de ne pas travailler, normalement, devrait créer des réseaux de sociabilisation autres. Donc, ça réglera pas le problème des personnes qui sont déjà dans ce cadre-là aujourd'hui, mais par contre, ça devrait prévenir le fait que ça arrive trop souvent pour à l'avenir. Donc, je pense que vraiment, en fait, oui, je rejoins Henri, hein, le revenu de base ne va pas régler tous les problèmes. Euh, mais ça me faisait penser ça me fait penser à une interview que j'avais vue de quelqu'un qui était issu de banlieue, un rappeur qui avait fait fortune et qui était issu de banlieue, et disait avoir de l'argent, ça enlève pas la tristesse, ça enlève pas les galères, ça enlève pas, enfin, ça enlève, il y a plein de choses. Quand il y a quelqu'un qui meurt, on a beau avoir de l'argent, ben, quand même, la personne, elle est morte et on peut rien y faire. Et par contre, ça permet de passer, d'être beaucoup plus serein pour passer à travers et ça évite que la pauvreté vienne s'ajouter à tous les autres facteurs. Et je pense que le revenu de base, en fait, il enlève un des facteurs, il résoudra pas tout. Mais à mon sens, à mon sens, ça sera déjà une première chose. Ça peut déjà être un premier point. Et si on l'a réglé, ce sera déjà une avancée. Vo- Voilà en deux mots les réflexions que me menaient. Et encore merci Angelica pour la présentation de ce soir. Merci Antoine. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? N'hésitez pas, hein, je veux dire, Angelica est venue ce soir rien que pour vous. Bon, Bah, bah, je vais peut-être un peu réagir à ce que disait Monette. Je pense pour moi, elle a mis le doigt sur quelque chose de très important et qui est difficile à décrire. Effectivement, je suis d'accord avec elle. S'il y avait un revenu de base, il y aurait un effet global. C'est-à-dire on le voit sur la question individuelle en disant comment ça va changer le mode de vie de telle ou telle personne. Et on voit ça de façon très localisée. Et justement, on parle de santé sociale.
Mais la santé sociale, on pourrait le voir comme un problème de santé publique. Et je pense qu'il y aurait un changement général, sociétal, de l'état d'esprit des gens, du rapport aux autres. Et ça pourrait jouer, renforcer les liens de solidarité parce qu'on se sentirait appartenir à un corps social beaucoup plus, on se sentirait beaucoup plus intégré. On aurait vraiment le sentiment que la société, là, faut dire ce qui est. On a un fort sentiment quand même que l'individualisme détériore les liens sociaux, de compétition. Enfin, c'est quand même pas, on n'a quand même pas une impression d'ensemble que la société va bien aujourd'hui. Enfin, je veux dire, indépendamment des questions sur le revenu de base, les gens qui vont critiquer la situation sociale sont nombreuses. Et effectivement, le revenu de base, je pense, ça a un effet général, pas que sur une personne en particulier, sur la société en général. Voilà, j'ai parlé, merci. Merci. Eric? Oui, moi, je réalise en fait, merci Angélica, je réalise l'importance de de ce concept en fait, hein, et c'est vers ça qu'il faudrait qu'on se concentre, enfin que tout soit concentré, plutôt que de penser. Enfin, et la question que j'ai, c'est comment peut-on le mesurer? Parce on parle du PIB, mais en fait, c'est c'est ça qu'il faudrait mesurer la santé, enfin pouvoir mesurer la santé, c'est la santé sociale, puisque ça englobe finalement les trois éléments, Bah, enfin un équilibre entre trois éléments il me semblait sur que, sur lesquels on devrait tous se concentrer pour que la société fonctionne correctement. Et y a-t-il un début y a-t-il un début d'unité de mesure, quoi. Voilà, j'ai dit. absolument. Et il y a Frédéric Bosquet qui en a parlé dans son exposé aux États généreux de revenu de base. Il a parlé de l'indicateur de santé sociale qui a été créé dans les années 2000, il me semble 2004, ou quelque chose comme ça, et qui a été par la suite abandonné. Voilà, on ne sait pas pourquoi, et qui mesurait la santé sociale. Bon, je n'ai pas approfondi ce sujet-là, mais je pense que Frédéric Bosquet pourra bien te expliquer les, les détails de cette mise en place de ce indicateur. Ouais. Je me permets de compléter une chose. On parlait de l'effet possible du revenu de base sur l'isolement des gens. Alors, je ne sais pas si, encore que, si j'ai entendu parler, mais j'ai pas regardé de mes yeux vus pour être certain que ça se produit. Mais par contre, pour les SDF dans la rue et autres, on a la Croix-Rouge et des organismes sociaux qui font ce qu'ils appellent des maraudes et qui vont justement voir les gens qui sont isolés, qui sont à la rue, qui n'ont pas des accès soit à des repas chauds, soit à des hébergements d'urgence ou autres. Je crois savoir que ça existe aussi dans certaines villes des gens, des associations qui vont voir justement les personnes âgées isolées, s'il y en a, essayer de prendre contact avec elles. Et là où un revenu de base pourrait avoir un impact, c'est que ben, je pense, c'est ma croyance parce que pour moi le revenu de base il n'est pas en place pour le constater, que le revenu de base sera un énorme soutien au bénévolat et à ce genre d'activité. C'est-à-dire que ça résoudra, comme je disais, ça résoudra pas tous les problèmes, mais je pense que ça permettra à plus de gens, puisqu'il y a vraiment des gens qui ont ce genre d'activité et que ça intéresse, soit de le faire davantage, soit à plus de personnes de s'y mettre. À voir. Voilà, Alors, c'était tout ce que je voulais dire. Vas-y, si je peux, Angélica. si je peux rebondir sur les SDF,
ce que j'ai vu se mettre en place récemment, j'ai vu apparaître dans la main des SDF des portables. Donc, en absence de cabine téléphonique qui n'existe plus, pour appeler le 115, un SDF doit se rendre dans un centre social. Et, mais comme il faut appeler le 115 dès 4 ou 5 heures du matin, eh ben, j'ai vu plusieurs SDF maintenant équipés de portables, ce que je n'ai jamais vu auparavant. Je ne sais pas si c'est un hasard. Je ne sais pas si c'est un projet ou un programme ou un plan, mais je trouve ça déjà une bonne chose parce que ça permet une interaction sociale. Ça permet de recréer des liens. Aujourd'hui, tout le monde fonctionne avec un portable et si tu es dans la rue et sans portable, c'est carrément difficile. Ok. Quelqu'un d'autre prendre la parole, poser une question, faire une remarque? Roselyne. Donc me voilà, j'ai enfin trouvé la main parce que je voulais parler, mais je trouvais pas la main. Je l'ai trouvée. Donc moi, en fait, j'ai partagé quelques liens et c'était pour dire qu'en fait, il y a des choses qui se mettent en place. J'ai envie d'être positive, même si, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est vrai que le revenu de base, ça permettrait, de mon point de vue, que les gens, au lieu d'aller faire un travail qui va juste leur permettre de payer leur facture de base, eh ben, ils pourraient faire un travail comme, enfin, faire du bénévolat. Voilà, ils feraient des choses qui ont plus de sens en fait. Ils seraient moins en train de courir après l'argent pour payer leurs factures. Ils seraient plus à faire des choses pour créer du lien, je pense que ce serait comme ça. Donc ça, c'est mon point de vue. Et donc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la biodanza, et c'est une méthode qui a été créée par un psychiatre chilien, oui, c'est ça, Rolando Toro. Et donc, il a remarqué que certains mouvements, la musique, tout ça en groupe, permettait de créer du lien et de créer, comment dire, de réhabiliter en fait des liens sociaux et même d'avoir un effet thérapeutique sur le long terme. Et en fait, la biodanza, ça se développe de plus en plus en France. Je n'ai pas compris le nom. Biodanza. J'ai partagé plus haut biodanza. Et ça existe, voilà, ça vient plus du Chili, mais il y en a de plus en plus en France. Et donc, moi, je sais que voilà, je pratique la biodanza et je me forme à la biodanza et je sais que ça me fait beaucoup de bien psychologiquement et pour créer du lien, pour avoir plus de confiance en moi. D'accord. Et voilà, donc sans avoir eu de problème psychiatrique à la base, mais voilà, ça peut être une méthode qui peut permettre dans des organismes sociaux voilà, d'aider les gens avec des méthodes naturelles plutôt que des médicaments. Ou l'un n'empêche pas l'autre, hein, bien sûr. Bah, disons que ce qui est important, c'est de instaurer l'interaction sociale et euh, sonder les, l'intérêt commun potentiel et aller dans le sens comment dire, de construire une relation sociale dans la durée. C'est ça qui est important. Elle peut être relayée par différentes personnes, mais il faut que la personne qui veut s'en sortir puisse acquérir la confiance à ce que dans la durée, il y aura toujours, elle voit toujours la capacité de continuer cette interaction qu'elle trouvera dans les personnes qu'elle fréquente. Cette volonté ou cette disponibilité à accompagner un bout de chemin. Il faut pas non plus imaginer qu'on doit se coller à vie à une personne pour l'accompagner, c'est pas ça. Mais se mettre dans un état de disponibilité vis-à-vis des autres et de s'intéresser à l'autre personne et de, comment dire, de partager des savoirs qui peuvent
aider l'autre à avancer dans la vie. Ça peut être aussi très, très précieux, hein. C'est pas forcément l'argent, mais je dis que euh, partager, savoir qu'on partage un revenu de base inconditionnel, un bon fond, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'incroyablement rassurant qui donne envie d'appartenir à la société parce qu'on se sent utile a priori, parce on fait partie d'une société à laquelle on contribue et dont on profite évidemment aussi, mais on est impliqué et on est reconnu comme un membre. On n'est pas écarté parce qu'on a eu un accident de route euh, par la case, on passe par la case prison, par la case hôpital psychiatrique ou autre, ou un divorce pour être plus simple. Ouais. Vous remercier à tous d'être venus, d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris quelque chose, que vous aurez envie de revenir le mois prochain, voire même de vous inscrire au Mouvement français pour un revenu de base sur www.revenudebase.info. Ou surtout de parler de ces sujets autour de vous parce que l'important et le plus important pour notre association et pour notre combat, c'est de communiquer autour de nous, de faire connaître ces sujets, de faire discuter les gens, de faire réfléchir les gens à ces sujets et voilà, de diffuser ce genre d'idées pour que ça imprègne la société. Voilà, parlez-en à vos amis, votre famille, vos ennemis, même, c'est pas grave. L'important, c'est que ça cause. Exact. Donc, Ça voilà. cause. Bravo. Mm. Donc, merci à tous.